Bonjour à tous et merci d'être là. Je sais qu'il y a eu plein d'événements hier soir et donc bravo de vous être levés tôt pour profiter de l'expertise de notre panel. Quel thème passionnant ce matin, et moi je l'ai pris comme un cadeau parce que c'est la première fois que je viens à Aix-en-Provence. Et en tant que reporter pour la télévision, j'ai beaucoup couvert de zones de conflit. Et donc, j'ai raconté aussi le monde bousculé et imprévisible. Et puis, la radio que je dirige aujourd'hui, c'est France Info, qui raconte justement et qui chronique, en fait, cet ordre mondial mis en place depuis 1945 qui est dynamité. D'ailleurs, au fond, on pourrait se dire c'était qu'une parenthèse. Alors avec nous ce matin, nous avons Monsieur Le Drian. Vous êtes l'actuel représentant du président de la République pour le Liban. Vous êtes ancien ministre de la Défense, des Affaires étrangères. Et vous avez fréquenté l'administration de Donald Trump. Vous avez négocié l'accord sur le nucléaire avec les Iraniens. Vous avez eu le Premier ministre russe Lavrov au téléphone quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine. Vous avez permis aussi au Liban d'avoir un président. Vous nous direz, mais qu'est-il arrivé au multilatéralisme? Et surtout, qu'est-ce qui peut fonctionner aujourd'hui dans les relations internationales pour apaiser le monde? Pierre Heilbronn, vous êtes aussi l'envoyé spécial du président de la République, mais pour l'aide et la reconstruction de l'Ukraine, en guerre depuis 4 ans contre l'invasion russe. Alors, comment l'Ukraine, puisqu'il est question ce matin de souveraineté et de responsabilité, eh bien, comment défend-elle sa souveraineté en menant une guerre? Et puis, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer pour nous et pour l'Europe qui se réarme? Vous nous le direz. Philippe Val, bonjour. Vous avez fait de la Poste un acteur de souveraineté et de confiance. Nos amis qui vous écoutent vous doivent le coffre-fort et l'identité numérique, n'est-ce pas? Vous avez toujours défendu le rôle des services publics. Aujourd'hui, vous présidez l'Institut Imagine sur les maladies génétiques. Alors, vous nous direz, eh bien, comment faire face aux géants américains? Et puis, sur la bascule du monde, vous m'avez dit des lectures très, très intéressantes que vous avez envie de partager avec nous ce matin. Jean-Dominique Sénard, bonjour. Vous êtes le président de Renault. Merci beaucoup d'être là. Le groupe aux 110 000 salariés dans le monde. C'est très impressionnant. Vous êtes un fleuron français. Alors, on vous demandera, est-ce que la souveraineté passe par la voiture ou par l'économie de guerre? Renault produit des drones pour l'armée française, désormais. Et puis, vous nous parlerez responsabilité de l'entreprise. Thème sur lequel vous avez rendu un rapport en 2018. Bon, c'est-à-dire il y a un siècle, non? Le monde a changé depuis. Donc, voilà pour la présentation de nos invités. Hippolyte Dalbis, du Centre des économistes. Nous avons préparé ensemble cette table ronde. Et en la préparant, on s'est dit, mais enfin, ce samedi, nous sommes le 4 juillet. Que se passe-t-il le 4 juillet 2026, eh bien, ce sont les 250 ans de l'indépendance américaine. Il y a 250 ans, une poignée d'hommes a décidé de son destin. Et ça, c'est un peu notre sujet, être souverain, être indépendant. Alors, Hippolyte, vous avez choisi de nous dire 2 mots là-dessus ce matin. Merci Agnès. Donc oui, on a toujours tendance à dire que notre monde est incertain, qu'il est dangereux, mais objectivement, il y a 250 ans, pour les insurgés des colonies d'Amérique qui s'opposent à la première puissance coloniale du monde et qui entament une guerre qui va durer 7 ans, le monde est dangereux et incertain. Et ce qui va être intéressant, c'est que dans cette opposition avec la puissance coloniale, ils vont produire un texte. Ils vont produire un écrit qui est de la légitimité, qui est presque une philosophie. Et c'est ça, et c'est cet écrit qu'ils célèbrent. Ils ne célèbrent pas une victoire militaire, ils ne célèbrent pas la prise d'un bâtiment public, comme on peut le faire ailleurs. Ils célèbrent un texte.
Alors dans ce texte, il est question de souveraineté, évidemment, parce que c'est une déclaration d'indépendance. Donc ils vont rompre le lien avec la Grande-Bretagne. Mais lorsqu'on lit le texte, il y a la nécessité, en fait, qui est faite de justifier cette souveraineté. On ne cherche pas la souveraineté pour la souveraineté, on ne cherche pas la puissance pour la puissance, mais on cherche ou on revendique la souveraineté pour un objectif plus noble, qui est la préservation du droit des peuples, et notamment des droits au bonheur. Et je pense qu'aujourd'hui, alors qu'on parle beaucoup de souveraineté, il faut se souvenir de ce message important, qui est quelle est la finalité de cette souveraineté. Il est aussi question de responsabilité dans ce texte, parce que les gouvernants doivent protéger en fait les droits des gouvernés, mais les gouvernés ont aussi une responsabilité, celle de démettre le gouvernement s'il ne satisfait pas en fait ses objectifs. Et selon même les mots du texte, ils doivent le faire, mais ils doivent le faire pour des causes qui sont réelles, pas des causes futiles. On ne doit pas le faire trop souvent, et ça c'est aussi, je pense, étant donné ce qui s'est passé ces dernières années, quelque chose qui est important. Alors évidemment, depuis 250 ans, le monde a changé. On a notamment perçu une mondialisation des échanges qui est très importante, et une interdépendance des économies qui s'échangent différents biens. Et ça structure réellement notre monde, et ça va même structurer notre pensée du monde. On s'était dit, ou on s'était habitué à l'idée que cette interdépendance produisait non seulement une richesse partagée, une richesse de tous, mais qu'elle produisait aussi une stabilité, qu'elle produisait un ordre. Ce qui pouvait être compliqué éventuellement, c'est pour les pays qui étaient en dehors de ce système d'échange. Mais ceux qui étaient à l'intérieur en fait, de ce système d'échange étaient préservés et participaient à quelque chose de stable. Alors ce n'est plus vrai, on le sait, depuis plusieurs années, et je dirais qu'il y a 3 éléments qui sont très importants. 3 caractéristiques de notre monde actuel. La première, c'est que l'interdépendance entre les économies ne produit plus la paix. Et on le voit typiquement, on l'a vu typiquement avec la Russie, le fait qu'elle dépende en fait d'un très grand nombre de clients pour pouvoir vendre ses infrastructures, ne l'a pas empêché d'agresser un État souverain et de se mettre au banc de la communauté internationale. Je dirais même que l'interdépendance, aujourd'hui, elle est plutôt perçue comme une source de fragilité, de vulnérabilité. Voilà, on s'inquiète de ne pas avoir les différents matériaux critiques ou actifs stratégiques qui permettent de préserver notre indépendance. Le deuxième point qui me paraît crucial, c'est que la sécurité est devenue un objectif économique. D'accord ? On a mis en place une très forte mobilisation en fait, des moyens de production afin de se réarmer. Et ce réarmement est une activité économique qui implique à la fois de l'organisation, du savoir-faire et des financements. Un dernier point, je dirais que c'est le monde d'aujourd'hui, c'est aussi le retour des États, qui sont évidemment porteurs de cet objectif de souveraineté, mais qui doivent composer, si je puis dire, avec une autre puissance, que sont les puissances économiques ou technologiques. Et ce que l'on voit avec la Chine ou avec les États-Unis, c'est réellement l'alignement en fait de ces 2 pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir économique, qui permet la puissance. Voilà, c'est quelques mots d'introduction, mais surtout rappelons-nous finalement l'esprit de Jefferson et de la Déclaration des États-Unis. La souveraineté, oui, mais la souveraineté, pourquoi ? À quelle finalité ? Je vous remercie. Monsieur Le Drian, monsieur le ministre, Hippolyte l'a rappelé, après 1945 et avec les échanges et le libre-échange, on a cru que la paix serait là pour longtemps. Alors qu'est-ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui et qui menace notre souveraineté ? Et qu'est-ce qui pourrait fonctionner ? Et pour revenir sur ce que vient de dire Hippolyte, je pense pour illustrer la nouvelle donne
des États-Unis et marquait de manière un peu contradictoire les valeurs de la déclaration d'indépendance. Je voudrais vous citer une des dernières déclarations de Donald Trump qui me paraît caractériser la période actuelle. « La seule limite à mon pouvoir est ma propre morale ». C'est une déclaration assez forte de Donald Trump au moment dans un interview au New York Times il y a quelque temps, ce qui montre qu'il y a une dissémination des valeurs et il y a une remise en cause des valeurs fondamentales, y compris de celles des États-Unis au moment où on fête le 250 ans de leur existence. Et pour rajouter un peu dans le décor, c'est aujourd'hui le 250e anniversaire, mais c'est aujourd'hui aussi les funérailles du guide suprême de l'ayatollah Khomeini qui vont réunir, et ce n'est pas un hasard si ça se passe le même jour, et qui vont réunir des millions de personnes en Iran qui vont faire une manifestation très forte. Et d'ailleurs, voilà. France Info est sur place. C'est un des seuls médias français. Ça commence ce matin, et ce n'est pas une coïncidence. Sur ce qui ne va plus, c'est d'abord l'absence de lieu et de méthode pour régler les différends de manière pacifique. Il y avait auparavant une méthode qui était le Conseil de sécurité, il y avait aussi un principe et qui était la négociation, et aujourd'hui la méthode ne marche plus, pas depuis longtemps. Moi j'ai vécu une période où on avait des résolutions du Conseil de sécurité sur des sujets sensibles comme le Mali, sur des sujets sensibles comme le nucléaire iranien. On n'imagine pas aujourd'hui qu'il puisse y avoir une résolution du Conseil de sécurité sur le nucléaire iranien. Ça a eu lieu avec les Américains, mais aussi avec les Russes et les Chinois, et ça s'est décliné ensuite. Ça, c'est aujourd'hui en voie de fin. Ça n'a plus de réalité. Le Conseil de sécurité étant décalé par rapport à la réalité du monde, sur la méthode, mais aussi sur les principes, parce qu'aujourd'hui, le grand thème, c'est la paix par la force, repris par Netanyahou, repris par Donald Trump, inscrit dans la stratégie nationale de sécurité des États-Unis. La paix par la force, ce n'est pas la paix par la puissance, c'est la paix par la force, donc pas par la négociation. Et en réalité, ça ne marche pas. Il faut toujours revenir à la négociation. On l'a vu sur plein de sujets. Oui, mais donc ça, c'est le premier point. Pas. C'est la fin du règlement pacifique des différends et l'affirmation de la force et de la violence des inhibés pour assurer cela. La deuxième observation, c'est la question des frontières. Le principe de l'inviolabilité des frontières est maintenant battu en brèche. Confère le Liban, confère l'Ukraine, confère le Groenland, on pourrait les rajouter. Les frontières, l'intangibilité des frontières et la respectabilité des frontières ne tient plus. Je rajoute à cela le fait que les traités eux-mêmes, sur lesquels on s'était mis d'accord, deviennent caducs, à la fois les traités sur la maîtrise des armements nucléaires, c'est très sensible, ils n'existent plus, ils ne sont plus respectés, mais ils n'existent plus, mais y compris les traités sur le respect des forces conventionnelles et sur les échanges et la maîtrise des forces conventionnelles, mais aussi les traités plus historiques comme le climat, on s'en défait si l'opportunité se fait sentir ou si nos intérêts sont contradictoires avec ces affirmations. Donc la fin de ces règles-là. Je rajoute à cela ce qui a changé, le fait que le schisme atlantique est là. On va voir comment va se dérouler la plénière de l'OTAN en Turquie la semaine prochaine. Mais la rupture est affichée. C'est une rupture avec de très nombreuses années de convergence entre les États-Unis et l'Europe depuis Wilson, les 8 points de Wilson en 1918. Bref, cette rupture-là est manifeste. Là aussi, ça a changé. Ce qui a changé, mais je reviens à ce que veut dire Hippolyte, c'est que le libre-échange comme vecteur de mondialisation est maintenant aussi caduque. C'est-à-dire la période où la géopolitique et la géoéconomique se coïncidaient est cassée par une fragmentation. Et de ce fait, on est maintenant face à la fois de la surenchère tarifaire et de la subventionnite aiguë pour certains. Je rajoute aussi dans ce panorama le fait que la vérité elle-même est remise en cause, la relativisation de la vérité, y compris de la vérité scientifique, jusqu'à des inversions accusatoires,
par exemple sur l'Ukraine, où le discours dominant en Russie, pour certains pays, c'est l'Ukraine l'agresseur. On va jusqu'à là, donc il n'y a plus de vérité. Et s'il n'y a plus de vérité, on ne voit pas comment on peut s'entendre. Voilà un panorama. Alors, c'est pas terrible hein, comme description pour le matin. Même ça inquiète un peu, mais c'est ça la réalité. Donc, il faut la constater. Mais il y a des éléments qui permettent de voir les choses avec un peu d'optimisme. D'abord parce que il y a une nécessité impérative de réguler les espaces qui aujourd'hui ne sont pas régulés, et chacun s'en rend compte, et comme il n'y a plus d'outils pour le faire, on essaie de trouver la voie qui le permettrait, que ce soit sur les océans, que ce soit sur le climat, que ce soit sur la santé, que ce soit sur le numérique. Bref, les uns et les autres cherchent une voie pour en sortir, d'où l'intérêt des COP, des conférences des partis, comme on appelle conférences des partis, sur différents sujets. Les COP n'ont pas valeur normative, mais elles ont valeur incitative, et les États peuvent s'y référer, d'où l'intérêt de développer ces instances. Elles se font d'elles-mêmes, parce qu'il n'y a plus de lieu pour le faire. On essaie d'y trouver une voie de sortie. Mais en même temps, cette nécessité de réguler, elle apparaît par un biais ou par un autre, ça revient par la fenêtre quand on a voulu sortir ça par la porte. Je pense au G7 récent, où finalement on finit par avoir des prises de position à la fois sur les questions de santé, à la fois sur les questions du numérique, alors que le président Trump annonçait que le multilatéralisme était terminé et qu'il fallait sortir tout cela des conversations planétaires. Bref, il y a des voies de sortie qui commencent à se manifester, y compris dans un multilatéralisme qui se fait partiel, mais qui peut influencer sur les autres. Bref, premièrement, il y a cela. Et deuxièmement, il y a toute une série de pays qui refusent de rentrer dans le duo annoncé, la confrontation annoncée entre les États-Unis et la Chine, qui ne veulent pas être dans cet alignement-là et qui, du coup, cherchent une autre voie. Je pense à l'Inde, je pense à l'Indonésie, on pourrait multiplier les exemples. Je pense au discours de Mark Carney, le Premier ministre canadien, lors du sommet de Munich, où il annonce la nécessité que la force et la puissance des puissances moyennes. C'est ça qui est aujourd'hui porteur demain peut-être d'un autre ordre international. Et puis troisièmement, il y a les Européens. Les Européens, à la condition qu'ils fassent en sorte qu'il y ait une déclinaison de la souveraineté et de la puissance. Il ne suffit pas de dire la souveraineté si on n'a pas la puissance. Et les Européens cherchent cette voie-là. Et si on réunit les 3 points positifs que je viens de décliner, on peut peut-être avoir une séance plus apaisée ce matin. Alors Philippe Val, je parlais de vos lectures. Et vous avez lu pour nous un auteur singapourien. C'est un diplomate. C'est pas un ennemi de l'Occident, pas du tout. Mais c'est un ami très critique et qui dit aujourd'hui l'Occident a perdu le monde. Pourquoi est-ce que cette assertion, qui est quand même un peu dérangeante pour nous, elle doit nous interpeller ? Alors elle doit nous interpeller, elle doit nous donner de l'espoir, parce qu'après les propos de Jean-Yves Le Drian, moi je trouve des raisons d'espérer si on prend l'idée du temps long. Et avant de parler de souveraineté puis de responsabilité, je voudrais commencer par la lucidité, parce qu'il n'y a pas de souveraineté sans lucidité. Et la lucidité, je ne vous propose pas mon analyse personnelle, je vous propose l'analyse de ce dirigeant diplomate singapourien qui a présidé le Conseil de sécurité. Son nom, c'est Kishone Mahbubani, et il a écrit un bouquin remarquable qui est « Est-ce que comment l'Ouest a perdu la partie ?» Et c'est très critique, et le constat est simple, et il crée une crise et donc une opportunité. Le monde a basculé. Notre monde a basculé. Et la montée des émergents, la montée de la Chine sont les signes pas d'un basculement du monde, c'est fait. Et donc il dit à l'Ouest, ça y est, votre moment est passé. Et il faut prendre ceci, comme chaque effort de lucidité, comme une chance pour la suite. Et vous le voyez bien, à la fois la guerre en Ukraine de Poutine montre qu'il est dans le déni du basculement du monde. Il veut rester un empire. Et M. Trump, Jean-Yves Le Drian l'a décrit, veut aussi rester un empire. Il fait une guerre à l'Iran, on ne peut pas dire qu'il l'ait gagnée. Donc le monde a basculé. Commençons par ce constat, notre monde a basculé.
Et on est plus fort et on est plus souverain et on peut rechercher la puissance si on a fait le bon diagnostic du basculement du monde. Ça suppose d'abandonner les vieux habits. Notre souveraineté, c'est l'Europe. Ça paraît très paradoxal de dire qu'une souveraineté nationale se joue par une alliance, mais sur des siècles et des siècles, c'est l'Europe notre moyen de souveraineté. Et si vous en doutez, tournez votre regard vers une île proche de nous, qui nous aime beaucoup, une vieille nation, c'est le Royaume-Uni. Le Brexit, c'est se défaire de l'Europe, eh bien c'est perdre de la puissance et de la souveraineté. Ils viennent de nous le démontrer. Et donc l'Europe, c'est notre souveraineté et ça doit être une Europe qui affirme sa puissance économique. Et évidemment, la compétition avec les États-Unis et la Chine est centrale, et qui affirme également une vision du monde qui est différente. Ce n'est pas une Europe impériale, c'est fini, nous avons été des empires. Souvenez-vous, nous avons été des empires. Nous n'avons pas de projet impérial, mais l'Europe, elle a des choses à apporter. Elle a notamment apporté une chose simple, et là aussi, Kishone Mahboubani nous y appelle, c'est la responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? C'est toujours très utile de regarder le regard des autres sur nous. Et qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous dit d'abord, vous avez des valeurs, défendez-les, mais arrêtez de nous donner des leçons. Nous sommes des Occidentaux, il faut comprendre que des Singapouriens aux Indiens, passant par les Africains et les Indonésiens, les gens n'aiment pas qu'on leur donne des leçons. Nous passons notre temps à leur donner des leçons. Cherchons plutôt à construire des partenariats. C'est donc une Europe partenariale qui doit se développer. Et je pense surtout que le point clé, c'est de rappeler à tout le monde, et Hippolyte en a parlé dans l'introduction, que puisque nous habitons la même planète, nous avons un destin commun. Et donc, l'idée, ce serait que l'Europe puissance se mette non pas au service de ses objectifs impériaux comme les États-Unis, comme la Chine ou la Russie déclinante, c'est que l'Europe puissance se mette au service du destin commun de la planète. Et vous savez, des destins communs, on en a beaucoup. La question de la santé, la question de l'éducation qui est évidemment bouleversée par l'intelligence artificielle. Et puis, peut-être au-dessus de tout, parce que ça définit l'habitabilité de la planète, la question du développement durable et du climat. Et si nous nous mettons, nous, puissance économique et politique, en autonomie par rapport aux États-Unis, et de ce point de vue, ce que Jean-Yves Le Drian a indiqué est une chance. Le schisme atlantique, ça a aussi une dimension d'opportunité. Parce qu'il faut qu'on conquiert notre autonomie, et pas qu'on demande à d'autres de nous défendre. Hier, c'était les États-Unis qui nous défendaient, aujourd'hui c'est l'Ukraine qui nous défend. Il y a quand même un moment où nous-mêmes, nous devrons affronter la question de notre défense. Mais cette défense, elle n'est pas pour une Europe impériale. Cette défense, elle est pour le destin commun de l'humanité. Et franchement, les questions de climat, de biodiversité, d'avenir de la planète, elles peuvent rassembler les puissances moyennes. Parce que l'enjeu, c'est le reste du monde. Le reste du monde, c'est le monde émergent. Il est un enjeu entre la Chine, la Russie et les États-Unis. Et nous-mêmes, nous avons un jeu à jouer là-dedans. Et affirmer une responsabilité mondiale et humaniste, ça peut être le projet européen. En tout état de cause, souvenons-nous toujours, quand on réfléchit au temps long, d'une phrase exceptionnelle de Jean-Baptiste Durosel, monsieur le ministre, je parle à un ancien ministre des Affaires étrangères, c'était un grand diplomate français, « Tout empire périra ». Donc ne cherchons pas de stratégie impériale, tout empire périra. Et cherchons plutôt une souveraineté au service du destin commun de l'humanité. Et ça peut rassembler beaucoup de monde. Merci à vous. Si vous me permettez, j'en ajouterai une autre sur les empires. Une nation n'oublie jamais qu'elle a été empire. Et donc, d'où la tentation prédatrice de certains. Et justement, nous partons en Ukraine, Pierre. Vous y étiez il y a 15 jours.
J'ai été envoyée en Ukraine au moment du déclenchement de la guerre et j'ai beaucoup entendu les Ukrainiens formuler un regret en disant, en 1994, nous avons signé le traité de Budapest et nous avons rendu nos armes nucléaires. En échange, on nous avait assuré, et pas garanti, on nous avait assuré qu'on nous défendrait. Est-ce que ce n'est pas un regret fort que d'avoir cédé sa souveraineté comme l'Ukraine? Est-ce que d'abord, ce n'est pas une leçon pour le monde entier aujourd'hui? Plus personne ne le fera, hein, renoncer à l'arme nucléaire, voire même on cherchera à l'avoir. Et puis, de ce que vous avez observé, comment les Ukrainiens parviennent à défendre leur souveraineté alors qu'ils mènent une guerre terrible contre les Russes? Ah, voilà. Non, ça marche. Oui, l'Ukraine est à la fois la frontière de notre monde, d'une certaine manière, et à mon avis également une source d'inspiration pour nous-mêmes, pour ce que nous sommes, pour ce qu'est l'Europe, et pour construire également une souveraineté européenne telle que Philippe l'a évoqué. Je ne reviendrai pas évidemment sur le bouleversement du monde, d'une certaine manière, qui a été très bien décrit par le ministre et évoqué au départ par Hippolyte. On ne soulignera jamais assez combien c'est pas simplement l'entrée dans un monde incertain, instable, mais vraiment une rupture très profonde. Et une rupture avec cette idée qui nous a habité pendant, finalement, depuis le projet de paix perpétuelle de Kant, c'est-à-dire que les interdépendances économiques et l'approfondissement démocratique allaient forcément conduire à une relation apaisée et pacifique entre les nations et les peuples. En même temps, c'est l'inspiration originelle du projet européen, celui qui a conduit pendant 80 ans à la paix et à la prospérité sur notre continent. Alors, ce que je tire peut-être très rapidement de l'expérience vécue à travers ces dernières années où je suis allé près de 30 fois en Ukraine, dans toutes les régions, à la rencontre aussi des Ukrainiens dans toute leur diversité, c'est plusieurs choses. C'est d'abord que la souveraineté n'est pas simplement un slogan ou un concept, mais qu'elle repose sur quelque chose de très profond, une capacité à défendre son territoire, mais aussi une capacité à continuer à produire de l'énergie quand on a détruit ses capacités de production, avoir un réseau de télécommunications qui marche, des hôpitaux qui continuent à tourner sous les bombes, une adaptation en fait de tous les instants qui s'appuie sur une conscience collective d'un destin commun. Et je crois que quand Philippe évoquait la lucidité, c'est également la lucidité sur le collectif qui est constitué par des gens qui faisaient des choses avant très différentes, qui se retrouvent pour 80% des forces armées sont constituées d'anciens fonctionnaires, de juristes, de chefs d'entreprise. Et on a connu ça, évidemment, également dans l'histoire de France. Mais en tout cas, ça renvoie à cette capacité, au-delà du courage de soldats, d'entrepreneurs, de collectivités locales, d'ingénieurs, de pouvoir faire corps et s'organiser d'une certaine manière pour défendre ce qui les unit. Deuxième élément, et je crois que c'est aussi un élément important, c'est que cette souveraineté se construit. Elle se construit et d'une certaine manière, ça renvoie aussi à des éléments très importants. C'est le sentiment de vulnérabilité. D'une certaine manière, cette fragilité qui a été celle de la conscience aussi post-2014, en fait, a permis également à l'Ukraine, d'une certaine manière, de construire cette capacité de résister post-2022. C'est-à-dire aussi l'idée que ça ne s'improvise pas, hein, qu'il
faut patiemment construire les soubassements de cette souveraineté et qu'on ne peut pas attendre uniquement, comme on l'attendait en 1939, que le génie français se traduise par un plan d'action pour réarmer le pays. On s'est aperçu en juin 40 que, quel que soit le génie des ingénieurs, il valait mieux un peu préparer les choses. Et je crois que les Ukrainiens l'ont très bien compris, et ça explique aussi la résistance en 2022. Ça se traduit également par une compréhension de l'articulation des différentes temporalités. Et je crois qu'une des choses qui m'a le plus impressionné, surtout quand on vient de Paris, c'est qu'ils sont à la fois capables de penser les 3 mois et les 30 ans. Et c'est une chose qu'on a connue en 1944, en 1945, au Conseil national de la résistance, qui pensait la France de demain, en fait. D'une certaine manière, je crois que c'est un élément fondamental aussi dans la gestion et dans la construction de cette souveraineté assumée à l'avenir. Enfin, le dernier mot peut-être que j'évoquerai, c'est que l'expérience ukrainienne doit conduire à regarder notre propre avenir européen de manière différente. Et non pas simplement d'ailleurs, comme certains le font, et comme souvent l'Ukraine est présentée comme un impératif moral ou un pays à soutenir. L'Ukraine est une chance infinie pour l'Europe pour ouvrir les yeux sur ses propres potentialités, sur le fait qu'il s'agit d'un actif stratégique pour l'Europe, en termes évidemment, alors Trump avec tous ses excès a conduit à cet accord sur les minerais critiques, mais d'une certaine manière, plutôt que de se plaindre de ce que peuvent faire les autres, et notamment les États-Unis, c'est une incitation pour l'Europe à reprendre en fait son destin en main et à proposer ce qui était dit, c'est-à-dire un pacte aussi de partenariat avec l'Ukraine pour que l'Ukraine en Europe puisse être un actif stratégique européen. Et ça suppose une discussion assez franche, qui n'est pas toujours facile, avec nos amis ukrainiens, parce que ça sera c'est la première armée sur le continent. C'est un pays qui a un système énergétique très développé, qui a une compagnie ferroviaire qui peut être une source d'inspiration, d'ailleurs plus que coopération simplement unilatérale, pour y compris nos entreprises publiques. Et c'est une source d'inspiration qui doit permettre d'éclairer le fait que la souveraineté n'est pas un isolement, mais une capacité de choisir librement ses alliances, ses interdépendances et construire son avenir sur ses bases. Alors, on vous demandera plus tard quand même, parce que la souveraineté de l'Ukraine se joue aussi dans le futur, et dépendante de Starlink, dépendante des Américains. Voilà, on se demandera comment elle va s'en sortir. Alors, Jean-Dominique Sénard, vous êtes le seul chef d'entreprise de ce panel. Et à ce titre, votre point de vue et votre perspective est vraiment intéressante. C'est quoi la responsabilité d'un groupe comme le vôtre dans un monde bousculé où nous devons nous préparer un jour peut-être à défendre notre territoire? Alors vous aviez parlé de la responsabilité, je vous l'ai dit en 2018. Vous disiez le capitalisme responsable, c'est une chance pour l'Europe. Très bien. Alors, en même temps, le monde a changé et avec la concurrence chinoise, est-ce que c'est pas un luxe aujourd'hui de se dire responsable? Bien, merci pour cet immense sujet. Et j'ai entendu des choses très fortes avant moi, donc je voudrais peut-être simplement, partant de l'entreprise et en se demandant ce que l'entreprise avec un grand E peut faire dans un monde chaotique en termes de souveraineté et de responsabilité, je voudrais peut-être vous faire part de 3 messages. Le premier, c'est que l'entreprise ne découvre pas la géopolitique. C'est un sujet qui est très ancien. Alors on ne va pas raconter l'histoire de la Compagnie des Indes, mais on sait quel rôle jouait cette compagnie sur le plan géopolitique. Autrefois, on ne va pas parler des grandes entreprises pétrolières au siècle dernier, vous connaissez toute l'histoire. Mais simplement pour avoir en tête que la géopolitique qui domine, comme on dit aujourd'hui, l'économie, ce n'est pas maintenant que l'entreprise le découvre. C'est important. Ensuite, évidemment, nous le vivons au quotidien. Je pourrais vous donner 1000 exemples aujourd'hui de l'entreprise, notamment celle dont j'ai l'honneur d'être président, qui est confrontée à la géopolitique.
Le ministre le sait ici, nous l'avons vécu parfois en parallèle, la sortie du groupe Renault de Russie à cause des événements a été quelque chose d'extrêmement difficile et douloureux. 45 000 personnes du groupe qui sont restées en Russie. Tout ceci a été quand même très complexe. La géopolitique a marqué notre histoire, et en particulier notre histoire récente. Et je ne parle pas de l'Iran. Mais voyez-vous, à un moment même, on s'est presque demandé si les entreprises avaient une diplomatie pour elles-mêmes. Et la réponse est non. Les entreprises suivent les traités internationaux. En revanche, elles naviguent dans cet univers chaotique dont on parlait. C'est une donnée de base. C'était le premier message. Le second, c'est que nous n'avons jamais eu autant besoin de souveraineté. Et je parle notamment de l'Europe ici, bien sûr, puisque c'est le cadre dans lequel nous parlons. Il faut absolument faire que cette fameuse souveraineté dont tout le monde parle aujourd'hui ne soit pas l'arlésienne que l'on attend en permanence, qu'on finisse par la réaliser. Alors évidemment, lorsque l'on parle de souveraineté, ma conviction absolue, c'est qu'on ne peut l'avoir que de façon globale. Il s'agit en réalité de la conjonction, j'allais dire, de la puissance militaire, la puissance économique et la puissance politique. Pour moi, les trois vont ensemble. S'il vous en manque un, la question de la souveraineté commence à se poser. Il y a dans le monde, s'agissant des entreprises, au-delà des États-puissances, des entreprises qui aujourd'hui sont tellement considérables qu'elles dépassent parfois les États-puissances. Vous savez, les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à celui de la France, enfin, du produit intérieur brut, bien entendu, de la France, dont la valorisation est bien supérieure, etc. C'est vertigineux. Le rôle de ces entreprises-là pose question. Et puis, évidemment, nous devons avoir tout à fait en tête que, dans le contexte que je viens d'évoquer, nos défis se sont accrus brutalement. Parce que tout ce qui a été décrit par mes prédécesseurs est tellement vrai que vous devez comprendre que les entreprises d'aujourd'hui, celles dont je me préoccupe particulièrement, mais toutes les autres dans les métiers différents, se trouvent dans un contexte tellement nouveau que les défis qui se posent à elles a considérablement changé. Oserais-je évoquer la question de la pression chinoise sur nos industries? Je pourrais parler d'automobile, vous vous en doutez, elle est particulièrement forte. Mais elle est d'autant plus forte que ces entreprises asiatiques, chinoises, bénéficient d'une circonstance tout à fait claire de l'union politique économique qui les soutient. Et nous retrouvons-nous aujourd'hui dans notre Europe ouverte, j'allais presque dire à tout vent, devant une circonstance dans laquelle la compétition inégale nous est imposée, au point que, s'agissant des automobiles chinoises, non seulement elles arrivent aujourd'hui un peu comme un tsunami, que j'avais d'ailleurs annoncé il y a 7 ans quand j'ai pris la présidence de Renault, mais elles arrivent en plus à des niveaux de compétitivité qui nous posent sérieusement question. Je dis cela parce que ça change la donne. Les défis sont énormes, et si nous n'avons pas l'appui de la souveraineté de l'Europe dans ce domaine-là, eh bien, nous aurons plus de mal à relever ces défis. Je ne dis pas que nous ne les relèverons pas, mais nous aurons plus de mal. Et là, la question maintenant est posée. Il faut absolument que l'Europe se prenne en main sur cette affaire-là, parce que sinon, en effet, un élément de notre autonomie stratégique, parce que je préfère ce terme-là, celui de souveraineté, surtout quand je parle d'entreprise, notre autonomie stratégique est en danger, on pourra en reparler tout à l'heure. Le troisième message, c'est qu'il va bien falloir, si on ne veut pas passer notre temps à se battre contre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre, il va falloir qu'en Europe, nous conjuguions responsabilité et souveraineté. Et je vous l'ai dit très simplement, la souveraineté passe par la puissance. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puisqu'on parle d'entreprise, je pense notamment à l'Europe de la défense, à l'Europe de l'industrie de la défense. C'est un sujet majeur, on pourra en reparler. Mais je vous le dis, la souveraineté passe par la puissance. La puissance, elle, passe par la performance. C'est bien de parler d'une Europe forte, mais il faut que dans l'Europe forte, les États qui la composent soient forts et que dans les États qui sont forts, les entreprises qui la portent soient fortes. Et ça passe par un immense effort de compétitivité et d'aide aux entreprises pour qu'elles se défendent dans ce monde dont je viens de parler. Et par conséquent, si on oublie
que justement la puissance passe par la performance, on passe à côté de la plaque. Et pardonnez-moi, pour finir, la performance, elle dépend de la responsabilité. Et c'est là où j'en viens au point central, parce qu'en Europe, nous avons une chance incroyable. C'est que nous avons une culture particulière et que nous devons tout faire pour ne pas la perdre. Cette culture économique qui nous a été fixée par le traité de Rome et qui remonte à bien avant, qui était celle de l'économie sociale de marché, ça ne s'invente pas. Les autres ne l'ont pas, les autres ne les comprennent pas. Nous ne sommes pas dans un cadre de capitalisme anglo-saxon pur et dur, qui nous a entraînés d'ailleurs dans des dérives épouvantables, notamment lorsque l'on parle de désindustrialisation. Nous ne sommes pas dans le capitalisme asiatique d'État qui utilise les armes du capitalisme de la façon la plus agressive au service d'institutions non démocratiques. Nous sommes en Europe, nous avons cette chance, nous avons cette facilité de dire que nous sommes dans un capitalisme responsable, nous avons le droit d'en parler et de le soutenir. Et il faut que les institutions européennes le développent, nous aident à porter cela. C'est rien de le dire, le faire c'est autre chose. Le capitalisme de la raison d'être, le capitalisme du long terme, le capitalisme qui intègre la question sociale au cœur même du marché, c'est ça notre force, c'est ça notre culture, ne la perdons pas. Je termine par un vœu, qui est de dire que vraiment, les sociétés, les entreprises portent cela, puissent-elles le faire. Je vous assure, c'est tellement important pour la suite des événements par rapport à notre environnement. Et puissent les institutions européennes porter définitivement cette affaire-là. C'est possible. Aujourd'hui, je considère qu'elles ne le font pas assez. Il est temps de s'y mettre, parce que ça, pour moi, cette conjugaison entre la responsabilité et la souveraineté, c'est au fond le sujet de fond de notre avenir de souveraineté. Alors ouvrons justement ce chapitre sur l'autonomie stratégique. J'entends votre plaidoyer sur la souveraineté et la responsabilité. En même temps, on ne va pas pouvoir être souverain sur tout. Alors, est-ce qu'il ne faudra pas faire des choix? Aujourd'hui, Renault produit des drones. Je ne sais pas si c'est parce que l'État vous l'a demandé ou parce que vous pensez que c'est rentable, je ne sais pas. Mais est-ce que finalement, il ne faudra pas accepter de conduire des voitures chinoises et de laisser tomber ce secteur pour investir dans l'armement? Alors, si je réponds oui à votre dernière question, là, je pense que je n'ai plus qu'à sortir. Vous allez me prendre pour un fanfaron. Bon, la question de la souveraineté, et mes voisins sont tellement experts dans ce domaine-là, mais je veux vous dire la chose, vous avez raison. Être souverain aujourd'hui, ce n'est pas être autonome sur tout. D'ailleurs, soyons clairs, ça ne sera jamais le cas. Il faudra déjà énormément de temps pour imaginer d'être autonome stratégique sur les matières premières, les terres rares, etc. On en parle enfin. On se bat, on fait de l'économie circulaire, on va se battre, on va faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais on sait très bien, soyons lucides, puisque tu disais qu'il faut être lucide, on n'arrivera jamais, ou moins pas avant 10-15 ans, à pouvoir se dire que nous sommes autonomes dans ce domaine-là. C'est clair. En revanche, et c'est là le rôle de l'Europe et de sa souveraineté, c'est que je pense que nous pouvons être souverains si nous avons un domaine incontournable qui fait qu'au-delà de notre grand marché, l'Europe puisse être prise en considération, parce que c'est là le sujet. Si nous avons cette arme, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, nous le savons. Lorsqu'aujourd'hui la Chine nous menace de fermer légèrement le robinet, j'allais dire, du graphite, nécessaire pour fabriquer des batteries, nos usines sont en danger. Et il y a combien de matériaux, combien de métaux rares qui sont en jeu, et la Chine les domine aujourd'hui. Donc la question, c'est que nous ne serons jamais... Si nous avions un domaine dans lequel l'Europe était imbattable, eh bien à ce moment-là, le rapport de force serait différent. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai rêvé à l'hydrogène, parce que c'était une ressource possible. Et si nous avions investi des centaines de milliards dans ce domaine-là en Europe, peut-être qu'aujourd'hui, nous regarderions la question de l'autonomie stratégique de façon différente. Il y a peut-être des domaines à chercher dans l'avenir. Investir massivement, je le disais hier au président du Conseil européen, investir massivement sur un domaine de recherche qui fera que dans 5 ans, l'Europe sera incontournable. C'est ça la souveraineté. Et je pense que c'est ça que nous allons faire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas trop de choix. Mais de là à conduire des voitures chinoises, alors là, surtout pas. J'ai amené des Renault ici, il y en a plein partout. Regardez-les, elles sont super. D'accord, on a encore un peu d'effort à faire, mais on y est. Ça y est, elles sont super. Allez. Philippe.
Non, je trouve que vous poussez justement le raisonnement sur la souveraineté à l'absurde. Si on est dans l'économie de marché, si on est dans l'échange, par définition, on ne peut pas être souverain dans tout. C'est l'essence même de l'économie de marché, d'acheter aux autres, d'être dépendant des autres. Mais simplement, faisons-le sans naïveté, et nous l'avons été, massivement naïfs, et faisons-le en rappelant que le projet européen, c'est de défendre le destin commun de l'humanité. Nous sommes 9 milliards sur la planète. Mettons cette idée de défense du destin commun en avant de notre stratégie dans tous les domaines. Mais ne rêvons pas à la souveraineté, elle est contradictoire absolue. Elle est contradictoire avec l'économie de marché et avec l'échange. Alors oui, certes, mais il y a une réalité qui s'impose à nous. Monsieur Le Drian, on a fait des progrès sur l'Europe de la défense aujourd'hui. Sauf que les marchés qu'on passe sont avec les Américains. C'est-à-dire on achète des armes américaines avec l'argent des Européens. Ça se construit, la souveraineté, marché public après marché public, non ? La souveraineté pour les Européens, c'est d'abord faire en sorte d'assurer entre Européens notre propre sécurité. Autrement, tout le reste n'est que baliverne. Si les Européens ne montrent pas leur capacité à avoir eux-mêmes leur autonomie stratégique et donc eux-mêmes se sécuriser, ils passeront à côté de leur destin, ils passeront à côté de l'histoire. Et je trouve que de ce côté-là, et les positions du président Trump et l'agression russe sur l'Ukraine nous aident indirectement, mais nous aident fortement, et cette prise de conscience, elle est au rendez-vous aujourd'hui. Elle est au rendez-vous aujourd'hui d'abord parce que qu'est-ce que ça veut dire avoir une sécurité et faire en sorte que l'Europe de la défense existe ? Ce n'est pas des grands mots, c'est des choses très concrètes. Un, il faut se donner les moyens financiers de le faire. Est-ce que nous sommes d'accord pour que notre effort financier de chacun des pays de l'Union européenne, chacun des pays européens de l'Alliance Atlantique fasse l'effort financier nécessaire ? C'est très important. C'est en route. Oui, mais... C'est un peu timide, mais ça commence à progresser. Ça progresse beaucoup en Pologne, ça a beaucoup progressé en Allemagne, qui a changé de portage. En C'est Allemagne, tout à fait ça progresse aussi en France. Le budget de la défense français, aujourd'hui, il est le double de celui que j'avais comme ministre de la Défense et que j'aurais aimé avoir à ce moment-là. Bref, il faut mettre les moyens financiers et faire partager cette nécessité par l'ensemble de nos concitoyens. Ce n'est pas gagné d'avance, mais c'est indispensable. Deux, il faut que ces capacités-là, financées par l'effort des contribuables européens, des États européens, soient interopérables et agissent ensemble. Ça, ce n'est pas encore fait. Sans acheter des armes américaines. Mais ça peut se faire au sein de l'Alliance Atlantique, sans que les États-Unis d'Amérique soient partenaires obligatoirement de cette interopérabilité qu'il faut mettre en œuvre. Ça, c'est possible. Il n'y a pas d'autre lieu pour le faire. C'est pour ça que ceux qui veulent inventer d'autres lieux pour faire ça, je les attends parce que ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est d'instaurer le pilier européen de l'Alliance Atlantique avec une interopérabilité réelle. Et ça, je pense que c'est aussi en cours et cette prise de conscience a lieu. Et puis, troisièmement, il faut faire en sorte que la capacité de la base industrielle et technologique de défense européenne soit renforcée. Nous avons tous les atouts, nous avons tous les moyens, nous avons toutes les technologies, sans doute pas suffisamment rationalisées, sans doute un peu dispersées dans différents pays européens, sans doute pas tout à fait cohérents, sans doute avec quelques manques, mais il y a la qualité de ce que nous pouvons faire avec un niveau de performance aussi fort que les meilleurs niveaux de performance américains. Encore faut-il que nous y croyions, et je pense que cette conviction est aujourd'hui à l'ordre du jour. Alors, il nous reste 4 minutes. C'est bien, 1 minute chacun pour une question finale qui va nous propulser dans l'élection présidentielle. Vous nous dites tous, il y a urgence. Alors, très bien. Quel sera le geste ou quelle sera la première action que devra prendre l'heureux élu, ou avec un E, pour assurer notre souveraineté ? Pour assurer notre souveraineté. Un geste symbolique, je ne sais pas, un geste symbolique ou une action. Qui, moi ? Oui. Réponse courte, hein. En fait, je pense que le jour de son installation, le futur président de la République, il faudrait qu'il fasse 2 choses. Qu'il aille
à Berlin pour montrer Traditionnel. que mais c'est à la fois traditionnel et nécessaire. Ce n'est pas uniquement un passage obligé. Et c'est d'autant plus nécessaire maintenant pour montrer que, en particulier, la sécurité, mais la souveraineté européenne passe par le couple franco-allemand. Il ne faut pas le mettre à l'écart. Et de Berlin, j'irai à Kiev, le même jour. Ah bah Pierre. Et je dirais en même temps, j'irai à Kiev, je dirais, notre sécurité, elle est là et l'Ukraine est avec nous. Pierre. Bah, rien à rajouter parce que j'avais prévu la même réponse. Non, mais juste pour dire que en effet, on n'a pas besoin d'être original pour être original. Je crois qu'une des clés les plus importantes, c'est de construire, de remettre sur la table la question de la coopération franco-allemande. En fait, depuis 4 ans, nous avons de fait renforcé la fragmentation du marché intérieur, du fait de l'asymétrie de notre situation de finances publiques, mais également du biais bilatéral qui n'a fait que se renforcer. Et donc je crois que Berlin est fondamental, et également Kiev est fondamental, parce que d'une certaine manière, notre capacité européenne dépend beaucoup de la capacité qu'on aura à construire avec l'Ukraine ce potentiel de souveraineté. Alors Philippe, vous lui offrirez le livre de votre Singapourien, d'accord, on a compris. Mais quel est le geste qu'il devra faire? J'ai pas mieux que les 2 prédécesseurs, parce que c'est pas mon métier, mais je pense qu'il faut qu'il rappelle que l'histoire est longue et que redresser la France, redresser l'Europe, c'est possible et c'est dans nos mains. Notre destin est dans nos mains. Monsieur Sénard, vous avez parlé souveraineté, responsabilité. Comment on fait pour refaire de la cohésion? Est-ce que c'est le geste qu'il devra faire? Ou du patriotisme? Oui, écoutez, là-dessus, je vais vous dire, je vais peut-être un petit peu décaler par rapport à mes camarades ici, mais ce que je ferais, ou ce que j'imaginerais qu'un président pourrait faire, le jour même ou le lendemain, c'est de réunir l'ensemble des grandes associations de jeunesse françaises, y compris militaires, civiles, pour leur redonner de l'espoir. La question derrière, c'est que c'est eux qui porteront l'avenir de notre pays et de notre souveraineté. Il faut leur redonner confiance, confiance dans le monde politique, confiance dans cette association forte que nous pouvons avoir ensemble, pour que dans la suite des événements, ces gens-là participent à la vie politique française, votent aux législatives et se trouvent complètement inclus dans l'avenir de notre souveraineté. Voilà ce que je ferai. Merci. Merci et rendez-vous l'année prochaine. On verra bien ce qu'aura fait le futur président. Merci.